Au moment de prononcer le discours de clôture de notre congrès, je veux d'abord, à mon tour, avoir une pensée émue à celle qui, il y a 54 mois, alors qu'elle était déjà bien malade, est venue à la Mutualité avec nous, embrasser Jean-Louis Borloo qui avait su enfin nous rassembler, et qui, c'est le sentiment ou le ressenti que j'en ai eu ce jour-là, avait, par sa seule présence, par son parcours, sa dignité, sa force et sa faiblesse que la maladie lui imposait déjà, transmis une énergie, un espoir et une force terrible à notre famille politique. Simone Veil, qui entrera bientôt au Panthéon, est réellement une marraine à laquelle nous restons attachés et à qui nous devons penser 54 mois après. J'ai aussi naturellement une pensée pour notre président fondateur, Jean-Louis, qui m'a envoyé tout à l'heure un petit message, alors je l'ai rappelé, et qui vous embrasse tous. Il m'a dit « On ne peut pas dire que les médias aient beaucoup annoncé votre congrès, et comme là ça tournait en boucle, j'ai découvert que tu venais d'être réélu. Je te souhaite évidemment bon courage et surtout dis-leur mon admiration et mon amitié pour poursuivre notre combat commun. » Et surtout, je veux vous remercier de cette élection à suspense. Tout à l'heure, un journaliste, j'avoue que je n'ai pas été très bon d'ailleurs, me dit « Qu'est-ce que vous pensez du fait d'avoir été seul candidat ?» Je pense exactement ce que vous venez d'exprimer, cher Hervé, cher Yves. S'il y avait eu plusieurs candidats, cher Louis, on aurait dit « Vous vous divisez ». On a réussi à être d'accord. C'est vrai que chez les centristes, ce n'est pas un truc classique. C'est vrai qu'on ne les a pas encore habitués. Mais puisqu'on a dit qu'on tournait et qu'on écrivait une nouvelle page, finalement, ce n'est pas en soi. Et je veux remercier les 9% qui ont choisi de voter blanc. Ça fait un peu moins africain ou soviétique que... Je veux vous remercier de votre présence beaucoup plus sérieusement. Après les 10 à 12 mois que nous nous sommes infligés, pour l'élection présidentielle puis l'élection législative. Et je dis l'élection que nous nous sommes infligés, ou pardon, les mois que nous nous sommes infligés, parce que nous sommes les seuls responsables de ce qui nous est arrivé. Nous sommes les seuls responsables, ou plus exactement, notre organisation, notre construction, nos attitudes, nos personnalités, sont les seuls responsables de nous avoir conduits au renoncement. Le renoncement de porter une candidature à l'élection présidentielle, et qui, à partir du moment où nous avions accepté de nous mettre dans la roue de quelqu'un, fût-ce quelqu'un d'aussi proche que de nous qu'Alain Juppé, à partir du moment où nous avions accepté de ne pas participer à cette élection, mais d'y assister, nous a condamnés à subir et à ne jamais être acteurs, à être spectateurs et à ne jamais avoir de choix, au point d'avoir, vous l'avez dit, avec allusion ou parfois avec humour, comme Hervé Marseille tout à l'heure, au point d'avoir été conduit à soutenir un candidat parfois en rasant les murs, tant on découvrait de choses sur ce candidat et tant le programme était finalement insuffisamment teinté de ce que sont nos valeurs. Et je veux vous remercier d'être là parce qu'après tout, en soi, ça n'était pas évident. Évident de subir ça, évident de traverser ces épreuves, évident de rester. Vous êtes quelques-uns à l'avoir dit, Daniel Lecca vient de le dire aussi. Je sais que beaucoup d'entre vous ont douté. Je sais que beaucoup d'entre vous ont hésité. Je le sais. Croyez-vous que votre président, lui, n'ait pas eu à souffrir et à hésiter dans toute cette période? Mais dans cette période-là, nous n'étions pas capables de décider, de trancher. Pas tant parce que je ne l'aurais pas été ou parce que vous ne l'auriez pas souhaité. Mais tout simplement, nous n'étions pas capables de le faire parce que nous étions bien trop divisés. Le rassemblement qu'avait construit Jean-Louis Borloo, une fois Jean-Louis parti, était en réalité bancal parce que le président de l'UDI n'avait qu'une seule mission, faire plaisir à Jean, à Hervé, à Laurent, à Jean-Marie, à tel ou à tel. C'est-à-dire surtout ne jamais prononcer une phrase qui puisse froisser l'autre,
Ne jamais espérer quand il dit quelque chose, être repris ou soutenu, mais savoir que les flèches tomberaient le lendemain. Ça a rendu notre parti politique immobile, incapable de porter ses propres valeurs, de les assumer, soit en présentant son candidat, soit en affirmant ses différences. Et je veux commencer par là parce que je veux que nous gardions en mémoire ce que nous nous sommes infligés à nous-mêmes pour ne plus jamais recommencer les mêmes erreurs. Quelqu'un y a fait allusion tout à l'heure. Bien sûr, c'est Yves qui vient de le dire. Bien sûr qu'on a annoncé notre mort 10 fois, 20 fois. D'ailleurs, c'est devenu un marronnier dans la presse, dans le business médiatique, dont en réalité, le but n'est pas de montrer une information, mais de voir celle qui peut être vendeuse. Et dire que les choses vont bien ou que les choses progressent, ça n'est pas vendeur. Donc il faut expliquer qu'on meurt. Et depuis 54 mois, l'UDI est à peu près morte tous les mois. Et nous sommes encore là. Et j'annonce très franchement que je pense que nous serons là encore pour quelques années parce que la résistance dont vous avez fait preuve, la solidité et l'attachement à cette famille politique, y compris, chère Sophie, y compris pour beaucoup d'entre vous, les radicaux dont la majorité sont restés à l'UDI, y compris pour ceux qui étaient plutôt proches d'Hervé Morin, je pense à toi Brigitte et à beaucoup d'autres, qui avaient décidé de rester dans notre maison, de balayer les disputes, les acrimonies personnelles qui ont pu exister pour rester dans cette famille politique. Vous avez montré une solidité qui, au-delà des relations personnelles les uns avec les autres, a montré un attachement profond à des valeurs, à des combats et à des ambitions qui nous demeurent communes et qui font vivre l'UDI et qui la feront vivre demain, quels que soient les bruits médiatiques que vous entendrez à l'avenir. C'est même un paradoxe. C'est même un paradoxe. La campagne électorale présidentielle et l'élection d'Emmanuel Macron ont bouleversé le paysage politique, bien évidemment. Et objectivement, les partis qui ont dirigé pendant près de 40 ans notre pays, je pense au PS et je pense à l'UMP, les Républicains, c'est la même chose. Ah, ce n'est plus la même chose, hélas. Ces partis ont été profondément atteints. Pour une raison d'ailleurs simple, c'est qu'ils rassemblaient en leur sein des gens qui ne pensaient absolument plus la même chose. Manuel Valls et Benoît Hamon, les deux candidats qui voulaient porter les couleurs du Parti socialiste à la présidentielle, non seulement ne pensaient rien en commun, mais en plus ne sont plus au Parti socialiste aujourd'hui. C'est dire qu'ils n'avaient rien à faire ensemble. Ce côté artificiel des grands partis politiques qui gouvernaient, où des gens qui ne pensent pas la même chose se mettent ensemble juste pour essayer de conquérir le pouvoir et surtout de ne rien faire le lendemain une fois qu'ils l'ont conquis. Mais c'est exactement la même chose à l'UMP. Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand n'ont rien à faire ensemble. Ce que nous avons à faire ensemble, c'est la même identité. Et je remercie, et je le dis avec émotion, Jean-Louis dont je viens de parler, de nous rejoindre ici. Merci à toi, Jean-Louis Borloo, qui nous a rassemblés. Vous pouvez lui faire une standing ovation. Merci franchement Jean-Louis de ton passage. Tu es occupé à d'autres choses, mais allez, ta présence me permet de le dire. Depuis 3 ans, avec toutes les difficultés que nous avons rencontrées, tu nous as de loin, discrètement, toujours aidés, interrogés. Et quand le président que j'étais, d'une famille différente de celle que nous œuvrons à construire aujourd'hui, était dans la difficulté ou dans le doute, j'ai toujours pu compter sur ton amitié, tes conseils, ton écoute. Et parfois, quand j'étais en détresse, c'est Jean-Louis que j'appelais pour essayer de comprendre comment nous pouvions nous en sortir. Cette famille politique que tu as réunie il y a maintenant 54 mois, elle a été moins touchée que les autres, tout pour une raison simple. C'est que là où, à l'intérieur de l'UNP, ils n'avaient rien à faire ensemble parce qu'ils ne partageaient plus les mêmes valeurs,
Et on le voit, je le disais, de Wauquiez par rapport à Bertrand, de Pécresse par rapport à Ciotti. Ces gens-là ne pensent pas la même chose. Ils ne peuvent pas rester dans la même famille politique. Et l'élection présidentielle a cristallisé ça, notamment lorsque les amis de M. Wauquiez ont trahi la droite, ont trahi ce qu'est la droite, en refusant d'appeler à voter contre le Front National et pour Emmanuel Macron afin de sauver nos valeurs, notre République et nos institutions. Nous sommes restés ensemble parce que nous n'avions aucune divergence de vue. Chez nous, en réalité, il n'y a pas de différence ou d'incohérence idéologique. Nous pensons et nous portons la même chose. Le grand paradoxe d'ailleurs étant que souvent on se disputait alors même qu'on n'avait pas de divergence de point de vue. Ce n'était qu'affaire de personnes et jamais affaire d'idées. Ils n'avaient rien en commun dans les autres partis et parvenaient à ne pas se disputer. La nouvelle étape de vie de l'UDI, et c'est le plus grand merci que je veux vous formuler, c'est, Jean-Louis, tu en serais surpris, étonné, mais en tout cas je suis sûr ravi, une famille désormais unifiée, pacifiée et libérée. Et ça va changer notre façon de faire de la politique. Unifiée, c'est une nouveauté. Hervé nous faisait rire tout à l'heure, mais je n'ai pas son talent. N'empêche que c'est bien la première fois que je monte à une tribune sans me demander quel est le couteau qui est dans mon dos. C'est une nouveauté pour les centristes et ça fait mentir un peu François Bayrou. Il disait qu'au centre, il n'y avait que des grenouilles. Il se trouve que les grenouilles sont parties, mais que les hirondelles commencent à vivre un joli printemps. Pacifier, là aussi, enfin tous aller dans le même sens. Essayer de porter ensemble nos couleurs et nos valeurs. C'est un changement qui va redonner du plaisir militant. Et avec un peu plus de possibilités d'agir. Parce que désormais l'UDI est aussi financée. J'en remercie l'ensemble des parlementaires, des élus locaux et des militants. Nous avons remboursé toutes nos dettes. Nous avons une liberté totale d'action et plus aucune dépendance vis-à-vis de qui que ce soit, même pas des organismes financiers. Ce travail a été conduit par Vincent Capo-Canellas, notre trésorier, qui n'avait pas beaucoup de cheveux avant d'être élu, qui en a un peu moins aujourd'hui, mais qui a un peu plus d'argent dans le porte-monnaie. On pourra faire des choses que nous ne pouvions pas faire. Vous savez, si on n'a pas fait de Conseil national depuis 1 an et demi, c'est parce qu'on n'avait pas l'argent pour le faire. On est content aujourd'hui de pouvoir faire un congrès. Au mois de juin, on aura le Conseil national sur l'Europe. Et je peux même d'ores et déjà vous annoncer que nous aurons une université d'été à la rentrée pour tous nous rassembler et faire porter, là encore, nos idées. Et l'UDI, une famille libérée. Une famille libérée, il faut le dire, l'alliance du centre et de la droite. Ça passe d'ailleurs assez inaperçu. L'alliance du centre et de la droite existait depuis 60 ans. Depuis 60 ans, notre famille politique était alliée avec la droite. La droite républicaine, la vraie. La droite gaulliste. Et elle l'était pour une raison essentielle dont beaucoup ont sans doute perdu le fil. C'est que de l'autre côté, à gauche, il y avait des gens qui étaient alliés aux marxistes, aux communistes. Et que ce combat et cette alliance pendant 60 ans avaient d'abord et avant tout un objectif, empêcher l'arrivée des marxistes au pouvoir. Et c'est parce que, à l'époque, M. Marchais ou aujourd'hui M. Laurent n'ont pas d'influence sur la vie politique, n'ont pas eu d'influence sur la vie politique, que nous avons pu construire cette alliance. Ils ont aujourd'hui carrément ou quasiment disparu. Mélenchon cherche à les remplacer, mais n'a plus d'alliés. Disons les choses là aussi telles que, et n'en veut plus, telles qu'elles sont. Et la droite est en train de renier sous l'impulsion de Laurent Wauquiez le gaullisme, le chiraquisme. Elle est en train de trahir ses propres valeurs dans une dérive vers l'extrême droite, dont elle adopte les mots, les thématiques, espérant siphonner ses électeurs, ne se rendant pas compte qu'elle est en train de leur offrir des électeurs. Et comme le disait tout à l'heure quelqu'un, oui,
Laurent Wauquiez est en train d'offrir la droite, ou en tout cas une partie de la droite, à Marion Maréchal Le Pen, qui est en réalité celle qui profitera de cette proximité idéologique. Et cela s'illustre malheureusement dans un département français en crise en ce moment, je parle du département de Mayotte, où l'extrême droite soutient les Républicains dès le premier tour. Ils disent que ça ne se reproduira pas. Je vous garantis que malheureusement, ça se reproduira. Parce que là encore, quand on a les mêmes idées, quand on professe les mêmes discours, on finit par se retrouver sur les mêmes listes électorales. Nous refusons cette obsession identitaire qui s'empare de la direction de la droite française. Nous refusons ce repli européen qui s'étale désormais à longueur de colonnes et de discours. Et nous disons clairement que ce n'est pas ça la droite française. C'est même, en l'occurrence, le principal ennemi de la droite française. Qui se souvient que De Gaulle a combattu ça toute sa vie, parfois au péril de sa propre vie? Qui se souvient que Chirac avait construit un mur absolument étanche? Nous avons eu des divergences avec Chirac, mais il a construit ce mur absolument étanche entre la droite et l'extrême droite, et y compris en 1998, quand des gens trahissaient nos valeurs pour aller diriger avec le Front National. C'est Chirac qui a sauvé l'honneur de la droite, et c'est Wauquiez qui est en train de la trahir totalement. Et cela nous donne une responsabilité. Oui, nous avons mis fin aux alliances avec ce parti. Oui, dans ce parti, nous connaissons beaucoup de gens, de parlementaires, d'élus locaux, de militants, mais aussi d'électeurs qui se sentent proches de la droite, mais plus représentés par cette dérive. Et cela nous donne une responsabilité parce que, comme vient de le dire Yves Jégo, entre le parti du président de la République, entre sa majorité et Laurent Wauquiez, nous sommes la seule force politique organisée, constituée, représentée au Parlement, qu'il s'agisse du Sénat, de l'Assemblée nationale et même du Parlement européen, même si nous avons une représentation à reconstruire là-bas, dans les régions, dans les départements, dont beaucoup ne peuvent pas être dirigés sans nous, à la tête de centaines de communes ou participant à la direction. Oui, vous avez eu raison de dire à plusieurs reprises, nous sommes un parti puissant et nous ignorons parfois notre propre puissance. Mais ce parti-là a vocation, lui qui traditionnellement accueille les militants du centre, les militants fédéralistes, les militants humanistes, ce parti-là a aussi vocation désormais à s'ouvrir à tous ceux qui se sentent de la droite de progrès, qui veulent travailler avec nous, qui refusent de trahir leur identité politique et qui se reconnaissent dans une identité que nous avons partagée pendant 60 ans et que nous avons décidé de faire vivre, quand bien même la droite est en train de se trahir elle-même. La droite de progrès et le centre peuvent se retrouver à l'UDI. C'est désormais notre responsabilité et l'ambition que nous devons porter. Nous devons assumer cette ambition de rassembler et d'incarner centre et droite de progrès. Nous devons aussi assumer la liberté nouvelle qui est la nôtre. Une liberté, Yves s'interrogeait sur l'utilité, une liberté qui doit nous permettre d'être utiles, pas utiles à nous-mêmes, utiles au débat politique, utiles à ceux qui dirigent, utiles à ceux qui, évidemment, prennent des décisions, parfois ont raison et parfois se trompent. Utiles d'abord en choisissant nos alliances, et elles seront diverses. Je reconnais que c'est un peu compliqué à comprendre pour les médias. Parce que les médias, ils adorent les petites cases. Il faut que tu sois absolument là ou là. Tu n'as pas le droit d'avoir une opinion qui peut varier en fonction des sujets, varier en fonction des situations. Les citoyens français, naturellement, quand ils écoutent la télévision, quand ils regardent une information, ils jugent information par information. Mais non, quand vous êtes responsable politique, quand vous êtes mouvement politique, vous n'avez pas le droit. Vous devez trouver ou tout bon ou tout mauvais. Alors les gens dans la majorité, ils sont obligés de trouver ou tout bon, même quand des fois ils trouvent qu'une mesure est absurde. Et les gens dans l'opposition, ils se forcent à dire que tout est mauvais, même s'ils proposaient exactement la même chose la veille. Et on vous interroge, et on m'interroge régulièrement, est-ce que vous êtes dans la majorité, ou bientôt dans la majorité, ou dans l'opposition? Est-ce que l'UDI est un parti de la majorité ou un parti de l'opposition?
l'UDI est un parti de proposition qui ne se définit pas par rapport aux autres et qui, sujet par sujet, abordera son programme politique, son projet politique, capable d'approuver, capable de désapprouver. Capable de désapprouver, mais dans ces cas-là en se forçant, et j'en ferai l'exemple tout à l'heure, toujours à proposer. Un parti, une liberté utile, qui refuse ces petites boîtes qu'on veut nous imposer, qui assume une relation décomplexée avec le gouvernement et la majorité. Décomplexée parce que nous ne lui devons rien. Un journaliste m'interrogeait il y a quelques jours sur la différence entre le MoDem et l'UDI. La première différence, c'est que le MoDem est dans la majorité. La deuxième différence, c'est que tous les sièges qu'il a conquis, il les doit à Emmanuel Macron. Aucun d'entre nous ne devons notre élection à Emmanuel Macron. Ça nous donne la totale liberté de soutenir ou de proposer autre chose. Et cette relation décomplexée, nous avons à la conduire dans l'ensemble des enceintes parlementaires, mais également dans l'ensemble des collectivités territoriales. Je veux m'arrêter un instant sur le ressenti que nous pouvons avoir et qui devra faire débat entre nous au cours des mois à venir. Que nous pouvons avoir des premiers mois, des 6 premiers mois ou des 9 premiers mois du pouvoir d'Emmanuel Macron. Très franchement, pendant les 6 premiers mois, ils ont fait exactement comme l'UMP et le PS. Ils parlaient de nouveau monde et en fait, ils avaient les pratiques de l'ancien monde. Ils étaient tout seuls au pouvoir, les Français leur ont confié la majorité absolue, n'écoutaient qu'eux-mêmes, étaient persuadés d'avoir raison en tout, de ne jamais se tromper, de n'avoir besoin ni de conseils, ni de propositions, ni de personne. Depuis 2 mois, 3 mois, les discussions que nous pouvons essayer d'avoir avec le gouvernement ou avec le président de la République peuvent laisser penser qu'un peu plus d'écoute est possible de la part de cette majorité. On le verra bien, mais je veux vous en donner 3 exemples. Sur la Constitution, Hervé Marseille et moi-même avons été reçus par le Premier ministre et objectivement, l'écoute dont il faisait preuve ne semble pas factice. Il a, avec le président de la République, besoin d'une majorité qualifiée, d'une majorité rassemblée, large, pour pouvoir adopter une réforme constitutionnelle, et ça pousse à l'écoute. Mais c'est aussi une écoute qui ne semble pas factice. On nous parle de référendum, c'est une possibilité. Ce n'est pas le sentiment que j'ai eu autour de la table, où ce que nous avions à dire, de propositions, de progrès, d'évolution de notre Constitution semblait intéresser le chef du gouvernement. Je le dis parce que nous souhaitons, et j'y reviendrai tout à l'heure, nous souhaitons une réforme constitutionnelle, nous souhaitons une réforme institutionnelle. Mais nous ne souhaitons pas participer à quelque chose qui ne serait pas discuté, partagé, où nos propres idées, nos propres avancées seraient ignorées, balayées d'un revers de la main. Ça ne semble pas être le cas. Très franchement, les 6 premiers mois n'avaient pas donné ce type de signal. De la même façon, et là encore, nos collègues sénateurs et députés peuvent en témoigner, les membres du gouvernement acceptent désormais de discuter avec les parlementaires UDI, de venir présenter un certain nombre de choses et d'écouter un certain nombre de choses. Alors, certaines fois, ils reprendront nos propositions, des fois, ils ne les reprendront pas. Mais je pense que, majorité ou opposition, la proposition est la force de notre famille politique, y compris face à un gouvernement et à une majorité qui n'ont pas, ou presque pas, d'expérience de terrain, d'élus locaux qui peuvent apporter les différences qui existent sur notre territoire et la nécessité, en l'occurrence, de s'adapter à la vraie vie des gens et pas seulement d'inventer ça dans les couloirs d'un parti politique ou d'un groupe parlementaire. Et puis, j'en prends un 3e exemple. Notre groupe UDI au Sénat a fait adopter une proposition de loi récemment sur un meilleur contrôle de l'ouverture des écoles privées hors contrat avec l'État, avec tous les risques que ça peut représenter, de non-respect des valeurs républicaines lorsqu'on ouvre une école, qu'elle n'a pas de contrat avec l'État et qu'on ne contrôle pas grand-chose de ce qui se passe dedans. Et le travail, mesdames et messieurs les sénateurs, cher Hervé Marseille, que vous avez fait, avec Françoise Gatel notamment, est un travail remarquable, qui nécessite d'être repris. Mais pour être repris, tout le travail que vous avez pu faire au Sénat, il a besoin d'être approuvé à l'Assemblée nationale. Et je dois dire que j'ai pu avoir une discussion constructive
avec le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, pour faire en sorte qu'ils reprennent la proposition qui a été adoptée à l'initiative de l'UDI au Sénat, qu'ils la reprennent dans une de leurs niches parlementaires, parce que nous, on a le droit de proposer qu'une fois par an, curiosité de notre système parlementaire. Ils le reprennent et ils ont même accepté que ce soit un UDI qui soit rapporteur de cette loi, preuve qu'on peut ne pas être d'accord sur tout, mais on peut arriver à travailler et faire avancer un certain nombre de choses. C'est l'attitude que nous souhaitons. Et si je dis ça, c'est parce que nous sommes prêts à apporter nos idées et que le défi pour la majorité est désormais de savoir s'ils sont les premiers, s'ils représentent la première majorité dans la Ve République à être capables de travailler avec des partenaires libres tels que nous entendons l'être, toujours capables de proposer, capables aussi de s'opposer, en tout état de cause, intransigeants sur leur liberté de jugement et sur la défense de leurs propres idées. Ce n'est pas parce que nous ne devons pas notre élection à Emmanuel Macron que nous n'avons pas des choses à apporter. Ce n'est pas parce que nous gardons notre liberté qu'ils ne peuvent pas s'inspirer d'un certain nombre de nos expériences, et notamment grâce au réseau d'élus locaux qui est le nôtre. Et je veux quand même vous faire une confidence. Je crois le président de la République, avec qui j'échange de temps en temps, assez intelligent pour le comprendre et pour peut-être l'avoir compris. La capacité de respecter des gens qui sont différents, qui ne sont pas enrégimentés, qui ne sont pas dans une majorité, mais qui ont sans doute des choses à apporter pour notre pays, parce que le président de la République, il est bien sûr le chef d'une majorité, mais il se doit d'abord d'être le chef de l'État et d'écouter tout le monde, comme il l'a dit le 7 mai lorsqu'il était dans la cour du Louvre, disant qu'il ferait très attention à ceux qui n'avaient pas voté pour lui au premier tour. Nous n'avons pas voté pour lui au premier tour, mais nous sommes malgré tout des républicains, des démocrates français qui souhaitons la réussite de notre pays et nous pensons pouvoir y aider à quelques occasions. Alors à nous qui sommes ici, à nous UDI, à qui les uns et les autres promettaient l'absorption, ça a été une tentation de la majorité, la destruction, ça a été une tentation d'une partie de nos anciens alliés, l'éradication, ça a été le fantasme de beaucoup. Nous avons choisi, à travers ce congrès, à travers les mois qui viennent de s'écouler, l'émancipation et la liberté. Mais l'émancipation et la liberté ne sont pas destinées simplement à faire joli dans le tableau, à maintenir un organe politique, celui qui est l'UDI. Nous continuons, affirmons-le, sans aucun complexe, à penser que nos idées ont vocation à gouverner, que nous conservons l'ambition de diriger le pays en défendant et en faisant partager nos idées. Je n'aime pas cette espèce de culture qui, parfois, étreint certains d'entre nous, comme quoi nous avons vocation à être une force d'accompagnement. Bien sûr que nous n'allons pas diriger le pays demain, mais si nous croyons, et nous croyons, fermement dans les idées qui sont les nôtres, notre ambition est de les faire partager, notre ambition est de les faire gouverner, notre ambition est de les faire gagner. Toute famille politique connaît des périodes de grande réussite et de moindre réussite. Nous avons connu les périodes de moindre réussite. Et 2017 a été assez spectaculaire de ce point de vue-là. J'avoue que je regarde le printemps 2018 avec gourmandise de ce parti unifié, homogène sur le plan des idées, et qui doit retrouver ses ambitions et sa capacité à défendre partout et en tout point ses convictions. C'est pour ça que nous ne nous positionnons pas par rapport au gouvernement. C'est pourtant la question médiatique permanente à laquelle vous êtes confrontés sans doute dans vos territoires. Alors, que pensez-vous de ci ou ça? Non, nous assumons, je le disais, nos accords sur la politique de l'emploi qui est en train d'être menée, notamment à travers les simplifications du droit du travail qui donne de l'agilité aux entreprises françaises et favorisera, mon cher Yves, qu'il y ait plus de production en France, parce que sinon, pour être agile, des entreprises étaient obligées de partir ou de commander ailleurs. Nous assumons une identité de vue avec ce qu'essaye d'entreprendre le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, pour que l'école de la République redevienne un ascenseur social, alors qu'aujourd'hui, elle ne fait que reproduire les élites et les exclut malheureusement. Parce que nous assumons que la réforme de l'apprentissage, pour laquelle nous nous battons depuis 20 ans, en expliquant que c'était central, qu'il suffisait de regarder en Allemagne,
où il y a 3 fois plus de jeunes en apprentissage, 3 fois moins de jeunes au chômage, mon cher Thomas qui abordait tout à l'heure le thème du chômage des jeunes. Nous assumons que la transformation du système de formation professionnelle, qui absorbe des dizaines de milliards d'euros pour former essentiellement des cadres, 60%, c'est-à-dire des gens qui sont déjà en emploi, qui ont besoin de s'adapter à la concurrence, mais cet argent devrait être consacré à former les gens qui aujourd'hui sont inemployables. On devrait se tourner vers ceux qui sont les plus loin de l'emploi. Et c'est exactement l'ambition affichée, on verra les modalités. Nous assumons partager ces idées-là, d'abord parce que nous les avons défendues avant. Nous assumons même, par exemple dans la réforme constitutionnelle, on pourrait assumer la paternité, je ne sais pas s'il s'est inspiré de nous, mais nous assumons la différenciation, le droit à la différence qu'il veut inscrire dans la Constitution entre collectivités locales. Et parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre d'être en Polynésie française, vous savez que nous avons nos amis parlementaires de Polynésie au Sénat et à l'Assemblée, ou en Nouvelle-Calédonie, pour avoir le droit d'avoir une organisation différente, mais que l'Auvergne, mon cher Louis, a peut-être des enjeux différents et sans doute des enjeux différents de la Bretagne et qui a besoin d'adapter et de contractualiser la société française, d'accepter ces différences pour lui donner de l'agilité, de la réactivité, de la capacité à réussir. Que c'est dans l'ADN, ça aussi, de notre famille politique, que nous préférons une société contractualisée et qu'elle permet, en l'occurrence, l'unité, mais que l'unité n'est pas l'uniformité. Et que donner à une zone frontalière ou à la région Île-de-France, à des communes de ces différentes régions de France, exactement la même organisation, le même pouvoir, on en parlait tout à l'heure sur les intercommunalités, c'est absurde. Acceptons de nous adapter au monde tel qu'il est. Un contrat, des objectifs, c'est-à-dire une capacité à s'adapter à chaque situation, à réagir vite, plutôt qu'une uniformité qui écrase tout et qui handicape les réussites de nos territoires ou les réussites de nos concitoyens. Voilà, en réalité, des choses que nous partageons avec Emmanuel Macron, avec d'ailleurs, je fais cette parenthèse, pour moi, une interrogation. Voilà un président de la République qui assume une mesure extrêmement girondine, décentralisatrice, correspondante à notre ADN. Et dans le même temps, en même temps, voilà un président de la République qui entend reconcentrer l'État et recentraliser un certain nombre de choses. Ça, c'est totalement antinomique avec notre ADN. Et nous considérons qu'il va falloir résoudre cette contradiction. Et nous sommes prêts à participer à ce débat. Y a-t-il, en l'occurrence, possibilité, en même temps, de reconnaître le droit à la différence, à des organisations différentes, à des capacités différentes à réussir, à des capacités à s'adapter et à recentraliser? Vous voyez bien que c'est totalement contradictoire et qu'il va falloir peser, pousser, porter ce débat pour que le président de la République tombe du bon côté, si j'ose dire, du choix d'organisation de notre territoire. Nous assumons ces points d'accord, et il y en a d'autres. Et je reconnais d'ailleurs qu'un certain nombre d'entre eux se multiplient. Mais nous assumons aussi totalement les désaccords. Lorsque le président de la République a décidé, c'était sa campagne électorale, et après tout les Français l'ont voté, d'augmenter la CSG sur les seuls retraités, nous l'avons combattu et nous continuons à dire que c'est une injustice en même temps que c'est inefficace. C'est une injustice parce qu'il n'y a pas de raison de faire porter l'effort de la compétitivité économique française à une génération, en plus celle qui ne peut pas se défendre, parce que pour gagner de l'argent, pour améliorer la fin de mois, un retraité, il ne peut pas faire des heures supplémentaires, il ne peut pas trouver un deuxième boulot, contrairement à ce qui est la possibilité d'un salarié. C'est injuste, mais c'est en plus inefficace, parce que notre solution à nous, qui est de transférer le coût social, la charge sociale, qui aujourd'hui pèse sur le travail des Français, vers la consommation, c'est une façon de faire payer une partie de notre protection sociale à ce qui est fabriqué à l'étranger. Et c'est, d'une certaine façon, ahurissant que nous ne comprenions pas ça dans notre pays alors que l'Allemagne le fait depuis 20 ans. Savez-vous que depuis 1997, à chaque fois que vous achetez une cafetière, un lave-linge, un réfrigérateur allemand, vous payez une partie de leurs médicaments et de leur retraite. Et lorsqu'un Allemand achète quelque chose chez nous, vend quelque chose chez nous, il ne paye rien de notre sécurité sociale,
de notre système de retraite, de notre système d'allocation familiale. C'est une imbécilité française que de continuer à faire porter toute la charge sociale sur les Français, alors qu'on a besoin, notamment dans le cadre d'une harmonisation et d'une construction européenne, de faire en sorte que ce soit sur la consommation, c'est-à-dire sur ce qui est produit pour partie à l'étranger, que nous puissions asseoir la sécurité sociale des Français. Nous assumons nos désaccords lorsque nous contestons la baisse des APL telle qu'elle est organisée, parce qu'elle conduit en réalité à appauvrir le logement social, c'est-à-dire à affaiblir la capacité de loger correctement les Français les plus défavorisés. Nous pensons que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il y a un sujet APL. Il faut effectivement traiter ce sujet. Mais la vraie difficulté réside dans le fait que la France, et je vous ai dit, quand nous sommes en désaccord, nous devons faire des propositions. La vraie difficulté réside dans le fait que nous aidons aujourd'hui à la construction, c'est ce qu'on appelle l'aide à la pierre, et nous aidons en plus le locataire. On ne peut pas faire les deux. Et il faut tout reconcentrer sur l'aide à la pierre, y compris rétroactivement pour faire baisser des loyers. Et ce n'est pas le loyer de la personne qu'on doit viser, c'est le loyer du logement. Parce que le loyer du logement, il sera stable, ad vitam aeternam. Et c'est notre famille politique qui a commis cette erreur. C'était sous Raymond Barre. Nous avons commis l'erreur d'ajouter l'aide à la personne aux aides à la pierre. Je pense et je propose que nous investissions tout dans l'aide à la pierre pour faire baisser le prix des loyers de façon stable, sans appauvrir le logement social et permettre aux gens de se loger correctement dans une organisation digne. Nous assumons nos désaccords et nous proposons, lorsque vient cette idée curieuse de réduire de 10 km/h la vitesse sur les routes nationales, de 80 à 90. Oh, je vais dire les choses de façon très simple, de 90 à 80. Lapsus révélateur. Heureusement qu'il n'y a pas trop de radars dans la salle. Je vais dire les choses très simplement. Le Premier ministre a raison de dire qu'on ne peut pas accepter cette espèce de plancher de 3500 morts par an et qu'on doit continuer à vouloir faire baisser. Mais j'observe d'abord qu'aucune étude sérieuse n'a montré que de passer de 90 à 80 km/h allait faire baisser la mortalité. J'observe surtout que ça dénote d'une culture qui est d'une grande mesure nationale, applicable partout, à tout le monde, et qui ne correspond en rien aux besoins et aux réalités. Nous pouvons dire, nous sommes quasiment tous des conducteurs, qu'il y a des routes nationales, bidirectionnelles, où rouler à 90 n'a absolument rien de dangereux. Et qu'il y a des routes où même rouler à 80, c'est vraiment dangereux. Et donc nous faisons la proposition que dans chaque département, les préfets, les maires et les conseillers départementaux se réunissent, regardent portion de route par portion de route et qu'on module la vitesse là où c'est dangereux avec des gens sur le terrain plutôt que d'abaisser bêtement de 10 km/h et d'emmerder les Français qui ont besoin d'aller travailler avec une mesure nationale. Je le disais, des désaccords et des propositions. Et je veux vous demander que, à chaque fois, même dans vos communes, même dans vos départements ou vos régions, que vous exprimez une opinion et un désaccord, vous ayez une proposition en face. Je pense que la politique moderne n'est pas de se comporter en spectateur ou en critiqueur, mais pour le compte, en acteur et en proposeur. C'est ça le rôle de l'UDI. Et puisque nous sommes nombreux élus locaux, et je veux le dire, j'avais prévu de le dire, même s'il n'était pas venu, nous avons aussi une attention absolue à avoir sur l'égalité réelle entre les citoyens. Pas l'égalité qu'on proclame à la télévision. La politique de la ville, pour laquelle Jean-Louis a été consulté par le président de la République, pour lequel tu as beaucoup œuvré dans notre pays et qui produit encore des résultats aujourd'hui. La politique, en réalité, d'égalité entre les citoyens, c'est ça la politique de la ville. Pour qu'on ne soit pas condamné à subir sa vie en fonction de l'endroit où on est, où on grandit, où on évolue, où on élève ses enfants. La politique de la ville doit rester une préoccupation très grande, et pas que de la ville. Parce qu'en réalité, l'exclusion et l'enfermement qui existent dans certaines banlieues, on le retrouve dans des zones rurales totalement isolées et tout aussi désespérées. Et je veux dire là-dessus que, avec Emmanuel Macron, il y a un grand défi à relever. Je lui ai dit, les yeux dans les yeux. La réussite ou l'échec de son mandat tiendra
à mes yeux, à une chose. Pas à 10, à une. Nous partageons l'idée qu'il faut libérer les énergies françaises, favoriser ceux qui réussissent pour tirer en avant la machine, miser sur les premiers de cordée, comme il dit, mais à une condition, que ça serve en ruisselant sur l'ensemble de la société, sur l'ensemble des citoyens et sur l'ensemble des territoires. C'est très bien de métropoliser, Valérie le disait tout à l'heure, parce qu'on a besoin d'être attractif vis-à-vis du reste de l'Europe et du reste du monde. Mais à condition que jusque dans le plus petit village de la région, de la métropole en question, on en tire des bénéfices et on mène des politiques publiques qui permettent à chacun de pouvoir y vivre dignement et à égalité. Le premier de cordée est celui sur qui nous devons miser. Mais il n'a de légitimité que s'il est utile au dernier de cordée. On n'a jamais vu un premier de cordée qui avançait en abandonnant sa cordée. Je veux terminer sur deux sujets qui sont d'actualité, dont l'un nous tient à cœur de façon génétique, c'est l'Europe, et l'autre nous tient à cœur parce que nous souhaitons la modernisation de nos institutions, c'est la Constitution. En vous livrant 2 ou 3 réflexions. Sur la Constitution, disons les choses clairement, le débat est mal parti. Il est mal parti parce que ce qui est poussé devant les Français, ce sont des mesures dont on peut discuter, mais qui sont extrêmement populistes. La réduction du nombre de parlementaires, qui en réalité n'a pour effet non pas de punir les parlementaires, mais d'éloigner les Français de leurs parlementaires, c'est-à-dire du seul qu'ils peuvent, comment dirais-je, rencontrer pour parler, parce qu'ils ne rencontreront pas le chef de l'État. Et que moins de parlementaires, c'est moins de possibilités aux Français pour exposer leurs problèmes. Je pense que ça n'est pas très malin, pour tout dire, mais je vous dis les choses, là encore, les Français ont choisi. Et d'ailleurs, Hervé Marseille le rappelait, tous les candidats à la présidentielle avaient cédé à cette forme de démagogie. Et ce qu'avait proposé Emmanuel Macron n'était pas le plus rigoureux, entre guillemets. Nous n'en ferons pas un tabou, mais nous pensons que ce n'est pas le sujet. Nous n'en ferons pas un tabou, même si nous essaierons de faire en sorte que la réduction soit d'un quart, ce qui serait déjà très significatif, et pas d'un tiers. Ça vous semble une toute petite différence? Ce n'est pas une petite différence. C'est la différence qui éviterait que certains départements se retrouvent à 2 départements pour un seul député, c'est-à-dire sans jamais la moindre chance de voir leur député un jour pendant un mandat. La réalité, c'est que ça permettrait d'éviter ou de limiter le fait qu'au Sénat, on se retrouve avec trop de départements où il n'y aurait qu'un sénateur, avec le danger de l'absence de représentativité et de démocratie représentant la diversité des territoires. Un quart de réduction, ça permet de remplir la promesse présidentielle, tout en restant raisonnable dans la capacité aux Français à se faire entendre. Mais ce n'est pas le bon sujet. Pas plus d'ailleurs que l'interdiction du cumul dans le temps. Si on fait une réforme pour ça, très franchement, on perd notre temps. D'ailleurs, il n'y a pas de problème en réalité pour l'appliquer aux parlementaires, je n'ai pas de difficulté là-dessus, Hervé Marseille l'a dit, on n'aura pas. Mais je suis absolument contre le fait qu'on l'applique aux maires. Je pense que c'est une fausse bonne idée. Je pense qu'à force d'encadrer le scrutin des Français, on les prive de leur liberté. Et d'ailleurs, on le fait un peu hypocritement. Parce qu'on dit, c'est en tout cas le projet qui est annoncé, on va interdire aux maires de faire plus de 3 mandats, sauf dans les villes de moins de 3005. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on risque de plus en trouver de candidats. C'est vachement malin. Je ne comprends même pas pourquoi on fait ça. C'est presque prendre les Français pour des imbéciles ou des irresponsables. Parce que nombreux ici ont été maires, je l'ai été. Je crois simplement, et d'autres le sont naturellement, je crois simplement que les Français sont assez intelligents, notamment sur l'élection municipale, dont ils connaissent parfaitement les acteurs et dont ils comprennent parfaitement les enjeux, ce qui n'est pas le cas des autres élections la plupart du temps, pour savoir s'ils veulent garder le maire ou s'ils veulent le virer. Et laissons-les choisir s'ils veulent garder le maire ou le virer. Je crois que ça serait beaucoup plus intelligent. On peut l'appliquer à d'autres mandats, mais au mandat municipal, ça me paraît une erreur que de vouloir limiter à 3 mandats. Mais je vous disais que le débat est mal parti parce que je pense que ce n'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est comment, et c'est à cela que nous sommes prêts à participer,
comment on modernise les institutions françaises, comment on permet de légiférer plus rapidement et mieux, tout en conservant la capacité de débat et la capacité d'expression de l'opposition. Comment on rend le Parlement utile dans notre pays qui ne vit que sous une monarchie élective, qui considère qu'une fois qu'elle a élu le président de la République, il a qu'à se débrouiller, il n'y a plus qu'à lui, il n'y a pas besoin de contre-pouvoir. Nous sommes, en France, le seul pays dit démocratique dans lequel le président de la République a autant de pouvoirs et aussi peu de contre-pouvoirs, dans lequel le Parlement est à ce point inutile parce qu'on ne lui confie aucune responsabilité. Et s'il doit y avoir une réforme, et puisque nous avons décidé que désormais les parlementaires étaient en mandat unique, alors il faut que les parlementaires puissent reconquérir des responsabilités et du pouvoir. Comment on peut imaginer se dire une démocratie quand les groupes politiques à l'Assemblée nationale et au Sénat n'ont le droit de proposer une commission d'enquête, c'est-à-dire le fait d'évaluer une action gouvernementale, une politique d'État, qu'une fois par an? Mais dans n'importe quelle démocratie, le Parlement a des commissions d'enquête tous les jours, examine, contrôle. On nous dit d'ailleurs, il faut que le Parlement, je suis en désaccord avec cette philosophie, mais on nous dit, le Parlement, il doit de plus en plus maintenant se contenter d'évaluer, de contrôler le gouvernement. Et on laisse dans la Constitution, on laisse dans nos lois organiques, on laisse dans nos règlements le fait qu'on ait le droit de faire une commission d'enquête par an pour être sûr qu'on n'aille pas mettre notre nez là où les choses se passent mal, c'est-à-dire là où en réalité les technocrates ont peur de voir arriver des politiques pour évaluer ce qu'ils font depuis des années. Imaginez-vous que nos groupes parlementaires n'ont le droit de faire des propositions de loi, c'est-à-dire de faire remonter ce qu'ils entendent et ce qu'ils constatent comme nécessité dans la vie des Français. Ils n'ont le droit de faire des propositions de loi qu'une fois par an. Alors, il ne faut pas rater la saison. Hein. À l'Assemblée, pour nous, c'est le mois de décembre. Chez vous, ça doit être le début janvier. Et puis le reste du temps, ce n'est pas la peine. Hein, vous n'avez plus rien le droit de proposer. Mais enfin, on passe des semaines à soi-disant contrôler l'action du gouvernement de façon parfaitement bidon, où on pose des questions comme des questions d'actualité sans avoir la moindre capacité à contrôler quoi que ce soit. Je préfère des parlementaires qui relayent les préoccupations des citoyens, ont plus de droits et de capacités à proposer des lois. Je préférerais même des parlementaires, puisqu'ils n'ont plus le droit d'exercer des politiques locales, d'avoir des responsabilités, qu'on leur redonne d'autres responsabilités. Est-il normal que tout un tas d'organes d'État ne soient en réalité surveillés, contrôlés, dirigés que par des fonctionnaires? Je préfère des parlementaires à la tête de ces organismes d'État pour faire en sorte qu'une vision politique regarde comment les choses se passent. Et sur ces points-là, je n'ai pas eu le sentiment que le gouvernement était fermé à nos propositions. Donc si on veut réellement s'attaquer entre guillemets, à la modernisation de nos institutions, ce n'est pas à travers la réduction du nombre de parlementaires ou à travers la limitation du cumul dans le temps qu'il faut regarder les choses, mais à travers la possibilité de rendre utile notre Parlement, également en rendant la parole au peuple. J'ai honte du fait que dans notre pays, j'ai participé, je négociais pour le Centre à l'époque, la révision constitutionnelle de 2008, mon cher André Santini, que nous avons votée. Nous avons voté cette révision constitutionnelle dans laquelle il y a un élément qui est quand même une avancée démocratique, la capacité pour les citoyens de mettre en route un référendum d'initiative citoyenne. C'est dans la Constitution. Ça date de 2008, nous sommes en 2018, 10 ans plus tard. Ni la majorité de Nicolas Sarkozy, ni la majorité de François Hollande n'a voté la loi d'application qui permettrait aujourd'hui que les citoyens aient voix au chapitre. Nous avons mis dans notre Constitution quelque chose qui est un droit citoyen et qui reste une lettre morte. Si on révise la Constitution, il faut faire en sorte que désormais les référendums d'initiative citoyenne soient possibles dans notre pays, qu'on arrête d'avoir peur du peuple et qu'on soit capable de lui donner la parole. Enfin, il y a le mode électoral. Tout à l'heure, Hervé disait que j'en dirais un mot. Oui, bien sûr, parce que je veux faire une proposition. D'abord, lancer une alerte. Je lis dans la presse ces derniers jours qu'on envisagerait dans les hautes sphères de l'État, il faut toujours se méfier des rumeurs, une élection, une dose de proportionnelle pour l'élection législative à hauteur de 10% lors de l'ensemble de la révision des institutions. Je le dis, si c'est cette dose-là, ce sera sans nous.
et nous ne participerons pas à une tartufferie. Je voudrais que vous réfléchissiez juste à la chose suivante. Avec un Parlement à peu près 440 députés et le nombre conséquent de sénateurs qui va en face, mais pour l'élection législative des députés. Avec 400 ou 440 députés, si vous mettez 10% de proportionnel, ça veut dire qu'il y a 40 ou 44 députés élus à la proportionnelle. Et si vous faites 10% des voix, vous avez 4 députés sur 400. Avec 10% des voix, vous avez 1% du Parlement. Ça, ce n'est pas de la proportionnelle. C'est se moquer du monde, et si c'est ça, nous ne participerons pas à l'ensemble du bloc constitutionnel qui nous est proposé. Mais je fais en même temps une proposition qui permet d'avoir une vraie proportionnelle et dégager une majorité. Parce que c'est la crainte qu'on nous avance tout le temps. On va même jusqu'à la tartufferie invraisemblable de nous expliquer « regardez ce qui se passe en Italie ». En Italie, c'est 60% de proportionnel. Nous n'avons jamais demandé ça. En Allemagne, c'est 100% de proportionnel. Ce n'est pas une dose de proportionnel qui empêche de gouverner. Et ce qui devrait permettre à la fois de dégager des majorités et de représenter la diversité et les opinions, c'est de conjuguer, après l'élection présidentielle évidemment, lors du prochain renouvellement, un scrutin uninominal majoritaire à un tour, qui permet à celui qui arrive en tête d'être élu, ce qui oblige à passer des alliances avant, à faire, comment dirais-je, acte collectif avant les élections. Parce que pour arriver en tête, il faut se rassembler et d'avoir une proportionnelle d'au moins 20 à 25% des députés. Comme ça, vous aurez une majorité et vous ne ferez pas semblant de représenter la diversité et les opinions. La majorité est dégagée par le scrutin uninominal à un tour. La proportionnelle permet de faire en sorte que l'ensemble de la vie des Français puisse être entendu, respecté et écouté à l'Assemblée nationale. Voilà un équilibre qui nous paraîtrait satisfaisant, qui serait un mode d'élection moderne, différent, et qui permettrait, j'attire votre attention là-dessus, à tous ceux qui pensent la même chose, de se regrouper, et qui empêcherait tous ceux qui pensent des choses très différentes de faire semblant et de rester ensemble. Les extrêmes aujourd'hui, qui nuisent tant à la vie publique, ne seraient pas capables de se rassembler. En revanche, ceux qui, au centre droit, au centre gauche, à la droite de progrès, pensent la même chose, seraient en mesure de se regrouper et de faire en sorte que les Français aient des choix positifs, enfin, et pas seulement des choix négatifs. Sur l'Europe, enfin, je veux dire que nous voulons évidemment assumer notre identité fédéraliste, et nous l'assumons. Nous l'assumerons quel que soit le cas de figure. Cette identité fédéraliste, elle nous pose le devoir de dire que l'Europe aujourd'hui s'occupe sans doute de beaucoup trop de détails et pas assez de l'essentiel. Qu'elle est d'ailleurs souvent critiquée pour des missions qu'on ne lui a pas confiées. Regardez la crise migratoire, où tout le monde a dit l'Europe est une passoire. Et comme l'a très bien dit Yves Gégaud tout à l'heure, l'Europe ne pouvait pas s'occuper d'immigration puisqu'on ne lui a pas confié. On l'a privé. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on l'a mis dans les mains de gens qui ne croient pas dans l'Europe. Et nous voulons que des sujets essentiels puissent être effectivement confiés à l'Union européenne. Pour, par exemple, faire en sorte qu'on défende nos frontières ensemble et qu'on les protège et qu'on les gère ensemble. De sorte qu'il n'y ait pas inégalité entre les différents pays, certains étant des passoires et d'autres étant bien protégés ou bien fermés. De faire en sorte que nous gérions des migrations ensemble. Les migrations, en deux mots, LES. Parce qu'il y a des pays qui ont besoin de faire venir des gens de l'extérieur, c'est le cas de l'Allemagne, pour pouvoir remplacer leurs anciens qui partent à la retraite. Et il y a des pays qui n'en ont pas besoin. Et sur le modèle canadien, qui est un modèle fédéral, que chaque pays dise « voilà ce que je peux accepter, ce dont j'ai besoin », et que personne d'autre ne puisse passer à travers les mailles du filet. Ça permet d'organiser les besoins des uns et des autres et de gérer quelque chose qu'aujourd'hui nous subissons. Nous avons besoin de mutualiser notre défense, et à l'heure où les États-Unis deviennent un allié aussi incertain, nous avons besoin de mieux prendre notre destin et notre défense en main. Nous avons besoin de clarifier d'ailleurs notre relation avec un certain nombre de pays qui se prétendent nos alliés et qui en réalité ne le sont plus. Je pense à la Turquie et j'aurai l'occasion d'y revenir dans quelques jours. Nous avons besoin d'une politique énergétique commune pour ne pas dépendre de M. Poutine. Nous avons besoin d'un FBI et d'un parquet européen
qui permettent de lutter contre les grands trafics qui se jouent des frontières et contre les terroristes. Aujourd'hui, nos frontières, dont Mme Le Pen rêve tant, et M. Wauquiez également, nos frontières arrêtent les juges, arrêtent les policiers. Elles n'ont jamais arrêté ni un terroriste, ni un trafiquant. Nous souhaitons avoir un FBI et un parquet européen qui les poursuivent. Nous avons besoin d'une Europe qui aurait des ressources propres et qui ne fasse plus fantasmer sur les égoïsmes nationaux. Le fait que et tout à l'heure, Maurice Leroy, dans sa vidéo, nous disait qu'il était le rapporteur de cela pour la Commission des Affaires étrangères. Vous savez que l'Europe, elle se finance par une contribution de chaque État. Chaque pays donne de l'argent à l'Europe et ensuite l'Europe redistribue, subventionne telle ou telle politique. Mais c'est un mécanisme à égoïsme national formidable. C'est pour ça que Mme Thatcher disait à l'époque « rendez-moi mon argent ». Parce qu'elle considérait que l'argent qu'elle mettait, elle devait le ressortir. À quoi ça sert ? Dans ces cas-là, ça n'a aucune espèce d'utilité. Et si vous faites une contribution nationale, comme c'est le cas aujourd'hui, chaque pays est en attente de voir le même chèque qui lui revient. Ce qui finalement rend l'Europe assez inconsistante et difficile à gérer, incapable de générer ses propres politiques. Et nous devons militer pour que, à fiscalité égale en France, au moins en France, les autres choisiront, on puisse avoir une ressource propre qui aille à l'Union européenne et qui ne dépende pas. Ça serait la même somme, mais ça ne serait plus un chèque fait par la France en attendant la ristourne équivalente. Ce serait une contribution, une ressource propre de l'Union européenne qui pourrait ainsi développer ses politiques. Nous devons reconnaître que nous nous réjouissons d'avoir un président de la République qui, pour ce qui concerne les 30 et quelques dernières années, depuis 1980, est le plus européen des présidents que nous ayons eus. Nous devons lui reconnaître d'avoir démoli la logorrhée le péniste sur l'anti-européanisme comme une solution pour les Français. Mais nous devons aussi constater que, chef de l'État qu'il est, il a ses limites dans les négociations, dans les discussions qu'il doit avoir avec nos partenaires européens. Et je dis que si, sur les travailleurs détachés, il a obtenu une avancée, il n'a pas réglé le problème. Et que nous devons porter, nous, l'idée que ce ne sont pas que les contrôles qui permettent, en l'occurrence, de lutter contre le travailleur détaché, mais c'est simplement l'égalité entre salariés. L'Europe n'a jamais été créée pour créer de la concurrence déloyale entre des ouvriers et des salariés. Et nous, nous affirmons clairement que quand on travaille dans un pays qui n'est pas le sien, on doit être payé au tarif du pays dans lequel on travaille et payer les charges sociales du pays dans lequel on travaille. Si concurrence il doit y avoir, elle doit être loyale. Et ça peut être le savoir-faire, l'organisation de l'entreprise. Ça ne peut pas être la protection sociale du salarié ou un salaire plus bas, parce que ça veut dire que dans ces cas-là, on tire tout le monde vers le bas. Et si l'Europe est là pour nous tirer vers le bas, ce sont les peuples qui l'enverront promener. Et nous refusons évidemment cette perspective. Nous aurons donc des propositions à faire sur notre combat européen. Je ne veux pas aller plus loin parce que j'y apporterai naturellement mes propres idées, mais je souhaite que vous vous saisissiez les 3 mois qui viennent, d'ici au mois de juin, pour être ambitieux, totalement libre, décomplexé sur les propositions de construction européenne. À la fois en assumant de donner à l'Europe de véritables pouvoirs qui nous permettent de reconquérir des souverainetés et de l'indépendance face à la Russie, face aux États-Unis, face à l'Inde, face à la Chine, face à ces grandes puissances pour lesquelles et face auxquelles nous avons besoin de faire bloc, et que nous puissions nous engager dans le débat, en réalité très noble et très nécessaire, qui est de montrer, comme le disait tout à l'heure Yves, que les vrais patriotes sont dans cette salle, pas chez M. Philippot. Que le patriotisme, ce n'est pas de débattre de souveraineté d'apparence, mais de débattre de véritable souveraineté. Nous n'avons plus de souveraineté numérique face aux Américains et nous avons besoin de construire effectivement les tuyaux qui nous permettent de protéger nos propres intérêts et nos propres données. Nous n'avons pas de souveraineté bancaire sur un certain nombre de sujets, quand en réalité on peut se faire imposer les règles par les États-Unis d'Amérique. Nous n'avons que peu de souveraineté énergétique parce que nous ne nous sommes pas organisés pour pouvoir diversifier l'approvisionnement et que certains pays ne risquent pas que M. Poutine ferme le gaz. La souveraineté, ce n'est pas des discours, c'est la capacité à décider et à ne pas dépendre des autres.
Et seule l'Europe est capable de la construire. Mais on ne lui en a jamais donné ni la responsabilité, ni évidemment de ce fait les moyens. Nous voyons, nous, la construction européenne comme un instrument de reconquête de nos souverainetés. Et je vous invite à travailler sur ce projet, parce que ce projet, je le dis, nous avons non seulement l'intention de le porter, mais de l'assumer. Nous assumons être fédéralistes. C'est vrai que notre famille politique a mis longtemps à le faire, mais il y a 3 ans, lorsque je suis devenu président de notre famille politique, je vous ai dit, maintenant c'est fini, nous assumons d'être fédéralistes. Et nous l'assumerons lors des élections européennes. Nous l'assumerons pleinement. Nous l'assumerons, si c'est possible, avec d'autres. Et si c'est nécessaire, nous l'assumerons seuls. Nous porterons ce projet devant les Français parce qu'il est indispensable et parce que ce débat est indispensable. Et si c'est nécessaire, je suis prêt à porter ce combat parce qu'il y a besoin que les Français réalisent que l'Union européenne est le moyen de protéger nos intérêts et nos modes de vie face au reste du monde. Nous assumerons notre fédéralisme. Nous assumerons notre fédéralisme, même en contestant certains dysfonctionnements de l'Europe, comme je le montrais à l'instant. Ayons ce débat, ayez-le dans les départements, dans les fédérations. Je vous en remercie par avance. Vous aurez, à travers ce congrès, à travers la reconstruction de nos fédérations, à travers ces débats que je souhaite que nous lancions, vous aurez participé à un congrès de la renaissance. Renaissance d'une famille politique et ouverture de cette famille politique. Comme je le disais, unifiée, apaisée, libérée, une famille qui assume de vouloir rassembler le centre et la droite de progrès, une famille qui assume d'être fédéraliste et humaniste, une famille qui retrouve sa fierté et qui peut enfin croire à un avenir meilleur. Merci beaucoup.